le groupe qui va animer avec Charlotte et moi ce troisième épisode, est formé de Jean-Claude Azoulay, François Blanchecotte, Jean-Philippe Brunet et Magali Marmiès. Je remercie d'ailleurs tout particulièrement Magali Marmiès qui a coordonné l'organisation de cette table ronde. Alors, la parole est à Jean-Philippe Brunet d'abord. Et je remercie aussi, mais je l'avais dit, je crois, Caroline Boulevin. Alors, Jean-Philippe Brunet. Merci. Je suis ravi d'avoir l'occasion d'échanger avec vous tous. Donc, en quelques minutes, hein, Jean-Philippe Brunet. Mais je serai extrêmement bref pour tenter de vous faire gagner quelques minutes. Donc, je suis le président du CIDIV, le syndicat de l'industrie du diagnostic in vitro, qui représente l'essentiel des industriels de notre secteur. Notre présence à tous ici et la nôtre par voie de conséquence illustre parfaitement le fait que nous soyons un écosystème. Et je crois que dans notre système de santé, nul autre secteur ne peut prétendre gérer une telle complexité, avoir une telle richesse, que ce soit en termes de professionnels de santé qui sont largement représentés ici, d'industriels que nous représentons, de chercheurs fondamentaux. C'est vraiment une richesse unique. Et je voudrais souligner un autre point. On nous considère souvent comme une charge, le diagnostic in vitro, comme d'autres secteurs. Je crois que nous avons une caractéristique unique. Le mot a été prononcé tout à l'heure, c'est que nous sommes pourvoyeurs d'efficience pour notre système de santé. Nous sommes pourvoyeurs d'une valeur absolument unique et incomparable, à travers nos savoir-faire, à travers les solutions qui sont proposées pour le bénéfice des patients et du système de santé. Et je crois, et je suis même convaincu, que nous avons un rôle fondamental à jouer dans la soutenabilité de notre système de santé, et nous savons tous que c'est un sujet crucial. Alors, dans cette session, pour cette table ronde, nous allons évoquer plusieurs sujets, tenter de répondre à plusieurs questions ou inquiétudes autour du financement de la biologie privée, de la biologie dans le domaine public, de la biologie centralisée, de la biologie délocalisée, on l'a évoqué à l'instant, de la pérennisation des actes fondamentaux, de l'accès au marché des innovations, car si nous voulons fournir au système de santé, à nos patients, des diagnostics toujours plus précis, plus personnalisés, plus pertinents, en toute sécurité, eh bien l'innovation est un moteur absolument fondamental. Elle nécessite des financements qui soient lisibles, qui soient simples, sans redondance, qui soient prédictifs pour permettre des investissements pérennes, qui soient pérennes eux aussi, et à la hauteur de la valeur qu'ils apportent ou qu'elles apportent, ces innovations, à notre système de santé. Et puis nous évoquerons sur ce sujet innovation les différentes catégories d'innovation. Les innovations, ce ne sont pas que des tests ou des dispositifs ou de la robotique. On a évoqué en début de matinée l'explosion de l'automatisation dans notre secteur. Ce sont aussi des pratiques, une innovation en termes d'organisation, une innovation digitale, en termes de traitement des données, ça a été dit également tout à l'heure. Je vais céder la parole à nos différents intervenants. Magali, toi en premier. Oui, alors moi je vais intervenir juste pour récapituler vraiment ce qu'on veut discuter. Donc aujourd'hui, on veut discuter l'accès à l'innovation, des actes innovants. Donc bien entendu, des actes de biologie, mais des actes du numérique en santé, qui sont clés de tous les actes. Les enjeux également d'évaluation par la Haute Autorité de Santé, dans le contexte aussi du règlement émergent HTA, Health Technology Assessment. Nous voudrions comprendre plus en détail la réforme du RIHN qui bat son plein, avec les enjeux d'éligibilité, les enjeux de récolte de données pour l'écosystème, de sortie en droit commun, de formation des conseils nationaux professionnels qui sont vraiment très importants. Et donc la question, si on devait la résumer en une phrase, c'est comment évaluer et intégrer les actes innovants en droit commun à l'issue des programmes de recherche et d'innovation qu'on vient de discuter très longuement, pour un accès équitable pour tous les patients. Bravo.
Tout ça en un mot, il fallait quand même le faire. Bravo, Magali Marmiès, de France Biotech. Dont la logique, si Madame Dossier veut bien rester avec nous et passer dans quelques minutes, il me paraît logique de demander à Yann Gaël Amgar d'introduire, comme nous l'avons fait, il a, je pense, compris, et on est content de vous accueillir, le fonctionnement de notre conférence de concertation. On vous donne 5 minutes pour nous rappeler ce que vous avez notamment, ce que vous savez de la biologie, c'est-à-dire qui a été à l'origine de quelques centaines de pages. Donc là aussi, on va vous demander, on va voir votre esprit de synthèse que nous imaginons tout à fait puissant. Merci en tout cas d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes inspecteur général des affaires sociales et que vous êtes l'actuel président du HCAM. Alors tout le monde, en tout cas ici, doit savoir ce qu'est le HCAM, c'est le Haut Conseil pour l'assurance maladie, pour l'avenir de l'assurance maladie, comme me le rappelle Charlotte. Merci en tout cas d'être avec nous. Donc 5 minutes, si vous le voulez bien. On va s'y tenir. Merci à vous. Alors je ne vais pas avoir la prétention d'apprendre à cette assemblée ce qu'est la biologie. J'ai juste essayé de restituer et d'expliquer ce qui a conduit à ce rapport dont je sais qu'il a été reçu de manière mitigée, c'est moins qu'on puisse dire. Alors, tout d'abord, très clairement, et on le dit, on est extrêmement conscient du rôle que les transformations technologiques que la biologie a connues et qui sont, je crois, assez sans comparaison dans les autres activités dans le champ sanitaire. Je pense qu'il y a peu de secteurs qui ont connu une telle transformation en 15 ans. Ces transformations technologiques, elles ont permis notamment une massification, une diffusion des années de biologie qui ont permis de contribuer à l'amélioration de la qualité des soins, puisque ça permet de mieux éclairer la décision médicale. Et je crois que ce qui a été notamment tout à l'heure par le professeur Alix Panabière montre qu'on a par ailleurs des perspectives de continuer à pouvoir révolutionner le soin et la qualité des soins grâce à la biologie. Ce qu'on a souhaité mettre en avant, c'est que d'une part, et c'est un peu ce que M. Bouchet a exposé, c'est qu'on a aujourd'hui une réglementation qui est obsolète, c'est-à-dire qu'elle met toute une série d'obligations, de moyens qui ne sont pas vraiment adaptés à ce qu'est devenu le secteur, ce qu'est devenu la profession, notamment NBio, NCIT, pour le dire très clairement. Bon, d'une part, face au déclin démographique de la spécialité, on a une baisse qui va se poursuivre. Ce sont des prévisions de l'adresse, qu'on le veuille ou non, de toute façon, même si on décidait d'infléchir la tendance sur l'attractivité des choix des étudiants, pour les 10 ans qui viennent, on sait que cette baisse va se poursuivre. On sait que par ailleurs, on a des enjeux de répartition des professionnels sur le territoire. Et donc aujourd'hui, déjà, cette règle, elle est assez largement contournée et que par ailleurs, elle est corrélée à une notion de site qui ne correspond pas à la réalité des activités de biologie. Donc, ce qu'on dit, c'est bien entendu, il faut maintenir les exigences de nombre de biologistes par laboratoire en lien avec l'activité, mais pas corréler ça au nombre de sites, mais plus à l'activité du laboratoire. Que par ailleurs, effectivement, ces règles issues des ordonnances Ballereau qui sont des règles qui visent à empêcher la concentration et la structuration du secteur, elles ne sont pas non plus adaptées. Et d'ailleurs, elles créent parfois aussi des incohérences, mais que par contre, il faut du coup alléger ou supprimer l'ensemble de ces obligations et les recentrer sur ce qui compte pour le patient, ce qui devrait compter pour le régulateur, c'est d'une part les questions de délai de rendu des examens, pas forcément pour tous, mais au moins pour les examens urgents. De ce point de vue, la réglementation est inopérante. Et par ailleurs, les exigences de continuité de l'accessibilité de la biologie sur les après-midi, sur un modèle un peu permanence officine, qui est quelque chose qu'on sait faire fonctionner dans un cadre libéral. Et on pense que ce sont des évolutions qui peuvent à la fois permettre de répondre aux enjeux démographiques et d'accessibilité de l'offre, et par ailleurs permettre de continuer au secteur de réaliser des gains d'efficience. Sur le sujet économique, ce qu'on met en avant, c'est qu'on a d'un côté effectivement des innovations qui aujourd'hui peinent à s'inscrire dans le droit commun. On mentionne notamment qu'il y a un sujet très important, très lourd autour, je dirais, de l'empilement du stock accumulé des actes hors nomenclature, et de point de vue avec un pronostic pas très optimiste sur la capacité à gérer ce sujet, alors même qu'on a dans le pipe d'autres innovations qui arrivent. Et donc on considère qu'aujourd'hui, un des sujets urgents de notre dispositif, et donc on fait des propositions sur le sujet, c'est de faciliter cette inscription des actes hors nomenclature, que ce soit du côté de la capacité d'évaluation, qui est un sujet, effectivement, du côté de la procédure, et par ailleurs aussi du côté du cadre budgétaire de cette inscription des actes qui sont aujourd'hui hors nomenclature.
on propose notamment de créer une liste en sus des actes en nomenclature pour garantir leur financement dans l'établissement public, car sinon, on sait qu'on a un risque important de sous-financement de ces actes coûteux et innovants et absolument déterminants. On pense d'ailleurs, globalement, il y a un enjeu important de renforcement de la capacité d'évaluation médico-économique sur ces sujets. Je dis ça en étant très conscient du sujet des ressources de la HAS. Mais on voit qu'il y a des disproportions entre les ressources qu'on a en France pour évaluer et ce qui peut exister chez les exemples qu'on donne toujours du NICE britannique. Mais quand on voit effectivement les questions médico-économiques très complexes, très lourdes, que pose une innovation type biomarqueur, justement, ou génétique somatique, on voit que ça suppose, effectivement, de vraiment renforcer très fortement nos capacités d'évaluation si on ne veut pas passer à côté d'innovations de rupture pour l'efficience et pour les patients, ou devoir parfois inscrire provisoirement des choses qu'on n'a pas encore évaluées, faute d'évaluation. Les deux situations n'étant pas satisfaisantes. Donc, on insiste là-dessus, c'est un sujet vraiment majeur pour l'avenir du système. Sur la rentabilité, qui est le sujet, j'en ai conscience qu'il est... je rejoins tout à fait ce qu'a dit tout à l'heure Lionel Barrand sur le constat de l'évolution de la rémunération des biologistes, globalement. Parce que, globalement, la concentration du secteur, la financiarisation du secteur, vous l'avez dit aussi, monsieur, fait qu'il y a eu un transfert de la détention d'une partie du secteur vers les investisseurs extérieurs, et que le moment, il y a une partie de la valeur qui est passée des biologistes vers les actionnaire. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut qu'on ait un pilotage qui tienne davantage compte de la rentabilité du secteur. Alors, clairement, on n'est pas anticapitaliste. On est conscient qu'un investisseur, qu'il soit d'ailleurs professionnel libéral ou investisseur extérieur, de ce point de vue, il n'y a pas de différence entre les deux. Un investisseur doit tirer de son investissement la rentabilité normale du capital, c'est-à-dire la rentabilité qu'il tirerait s'il investissait sur un bien de risque équivalent. Mais ni plus ni moins, parce que sinon il y a risque de sous-financement de l'activité, on a des risques de disparition de l'offre, ni beaucoup plus non plus, parce que ce n'est pas satisfaisant, à la fois pour le financeur, et puis parce que ça crée des phénomènes de spéculation qu'on a connus aussi dans le secteur. Donc ce qu'on dit, c'est qu'à moyen terme, il faut ramener la rentabilité du secteur à la rentabilité, encore une fois, normale d'un investissement pour ce type d'activité. Sur le sujet de la biologie délocalisée, et je vois que ça fait réagir fortement M. Boucher. Alors, bon, d'une part, on peut considérer que le reste de l'Europe n'a rien compris et que nous, on est les seuls à être intelligents. La réalité, c'est quand même qu'aujourd'hui, on est assez singulier dans les restrictions qui sont apportées à l'exercice de la biologie délocalisée en France. Et le maillage du réseau biologique, qui est un vrai point fort de notre système, je le reconnais, n'est pas, je pense, la réponse adaptée qui dispenserait de biologie délocalisée. Parce que dans la biologie délocalisée, ce qui a de la valeur, c'est la possibilité, parce que parfois on parle de biologie au chevet du patient, c'est la possibilité d'avoir le retour immédiat, le turnaround time, pour éclairer une décision médicale immédiate. C'est ça qui est clé pour éviter soit des ruptures de prise en charge. C'est des études étrangères qui ont montré que, par exemple, dans le parcours du patient diabétique, dans des centres de santé, à chaque étape, entre la prescription par le médecin d'un examen de biologie, la réalisation de cet examen, puis après le retour du patient chez le médecin pour adapter éventuellement son traitement, à chaque fois, on perd des patients en cours de route. Et ça, c'est la réalité, notamment pour les maladies chroniques. Donc voilà, il y a un premier argument qui est d'éviter les ruptures de parcours. C'est d'ailleurs l'argument qui est aussi mobilisé dans l'approche test and treat, qui est expérimentée et qui a été d'ailleurs généralisée dans les centres de santé sexuelle. Et par ailleurs, c'est aussi de pouvoir avoir une décision immédiate qui fait que, en l'absence de laquelle le médecin peut être amené à prendre des décisions qui sont des décisions dégradées. Typiquement, je ne sais pas si telle infection des voies respiratoires est bactérienne, je prescris des antibiotiques dans le doute. Ou j'ai une suspicion, et je sais, parce qu'on est le vendredi après-midi, que je n'aurai pas de résultat, voire pas de laboratoire ouvert pour répondre aux besoins de mon patient. Du coup, je l'envoie aux urgences, parce que c'est le seul endroit où j'ai l'assurance qu'il aura un résultat de biologie rapide. Clairement, ce sont des décisions qui ne sont pas satisfaisantes. Donc, encore une fois, clairement, il ne s'agit pas de dire, et d'ailleurs, dans le point de vue, la biologie délocalisée ne va pas prendre des parts de marché à la biologie des laboratoires que l'on connaît. Elle va permettre d'avoir des analyses biologiques, encore une fois simplifiées,
On n'est pas sur, on est sur un champ comme assez restreint dans les demandes des expériences étrangers. Elle permet d'avoir des informations fournies par la biologie dans des situations où aujourd'hui on n'a pas ces informations. Donc de notre point de vue, ce sont des informations supplémentaires et qui doivent permettre de répondre à ce qu'est la finalité pour nous de la biologie, c'est effectivement, encore une fois, d'améliorer la pratique médicale en apportant davantage d'informations à la décision médicale. Monsieur Appert, non, oui, c'est parfait. Simplement, rassurez-vous, je pense que vous parlerez encore, puisque vous répondrez à de multiples questions qui vous seront posées à propos de ce rapport qui, effectivement, est assez passionnant à lire, en tout cas, ce que moi j'ai vu est évidemment très complet. Alors, pour autant, on va revenir sur tous ces points, et merci d'ailleurs de ne pas avoir parler de tout, puisque d'autres intervenants vont également engager la conversation avec nous sur ce sujet. Je pense qu'il est temps maintenant de demander, puisque Madame Dossier nous a fait l'amitié de rester un petit peu plus longtemps, si elle ne change pas d'avis, donc de demander à Aline Legrand d'intervenir. Vous êtes la chef de bureau qualité des pratiques et recherche médicale à la direction générale de la santé. Donc là, vous avez un rôle très central pour nous. Alors, merci également d'ouvrir cette conversation en 5 minutes. Vous êtes d'accord, Madame Dossier, Madame Legrand? Alors oui, je suis d'accord. Juste en introduction, juste vous dire que mon bureau s'appelle Qualité des pratiques et biologie médicale. D'accord. Et en effet, c'est à l'occasion d'une réorganisation des activités de mon bureau qui, effectivement, avant traitait des questions de recherche impliquant la personne humaine, essais cliniques, investigation clinique, évaluation de performance. C'est à l'occasion de cette réorganisation où j'ai perdu ces sujets-là qui sont partis à la DGOS pour des raisons de lisibilité et de cohérence des sujets traités par les bureaux de la DGOS, que j'ai récupéré le sujet du RIHN. Je ne sais pas si j'ai gagné dans l'affaire, mais c'est ainsi. Et voilà, pour traiter ce sujet, et je tiens à le dire aujourd'hui parce que c'est moi qui parle, mais en fait ce sont vraiment des personnes très compétentes qui travaillent sur ce sujet au sein de mon bureau. Thomas Vieillard, que je viens de recruter, qui est arrivé début novembre, qui est biologiste médical, et c'est un gros point positif pour moi. Et puis Dorothée Lepoureau, qui est juriste dans mon bureau et qui traite vraiment ces questions. Donc tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est vraiment aussi le fruit de leur travail à eux, plus qu'au mien, évidemment. Donc dans mon bureau, on traite de qualité des pratiques en général dans divers domaines, voilà, et biologie médicale. Il y a eu un focus de fait sur ce sujet puisque nous avons pas mal de questions de biologie médicale en dehors du RIHN. Mais si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler justement du RIHN, donc je vais vous en parler rapidement. Donc ce sujet est un sujet malheureusement bien ancien, puisqu'il s'agit donc du référentiel des actes hors nomenclature en biologie médicale et en anapath, qui avait fait l'objet donc d'un premier rassemblement qu'on appelait la liste de Montpellier, et puis qui finalement a été un petit peu refocalisé, réorganisé en 2015. Et puis il y avait donc le RIHN et la liste d'actes complémentaires, qui aujourd'hui, je vous le dis, fait partie d'une seule liste, la liste donc des actes hors nomenclature, hein, tout ça, ça a été rassemblé au sein d'une même liste. Et puis en 2024, donc un décret a été pris. Donc dans le RIHN, on a quoi? On a un stock qu'on appelle le RIHN 1 qui résulte de cette première liste, et on a un nouveau guichet innovation qui s'appelle le RIHN 2. Donc, le référentiel se présente sous forme, bêtement, d'un tableau Excel, hein, je ne peux pas vous le dire autrement, contenant des codes, des intitulés et des volumes déclarés par les établissements de santé chaque année à l'ATIH. L'ATIH récupère ces données, les transfère à la DGOS, et il y a une délégation dessous en fonction de ce qui est déclaré. Au fur et à mesure des années, l'enveloppe s'est avérée insuffisante, le nombre d'actes déclarés étant en augmentation, et à la date d'aujourd'hui, environ ces actes sont payés à environ 40-45% en fait du prix déclaré, puisque l'enveloppe ne suffit plus. C'est dans ce contexte d'insuffisance financière qu'une réforme a été opérée en 2024 et a abouti à la création de ce fameux décret qui vise en fait tout simplement à la disparition de l'enveloppe, puisque les prix baissent de 20% par an. Donc dans 5 ans, il n'y a plus de sous. Voilà.
Paradoxalement, ah oui, ce que je dois vous dire aussi, c'est que dans ce cadre de RIHN1, c'était donc des actes à la fois innovants et des actes qui n'étaient pas innovants, mais qui n'avaient pas eu l'occasion, je vais dire ça comme ça, d'entrer à la nomenclature des actes de biologie médicale. Hein, donc 2 types d'actes. L'idée, c'était que le décret crée un nouveau dispositif qui, lui, était très strict, un nouveau guichet qui est très strict et qui permet l'évaluation des actes, c'est-à-dire la place de l'acte dans le parcours de soins du patient, dans la stratégie mise en œuvre pour un patient déterminé. Mais en réalité, les actes qui faisaient partie du RIHN1 auraient dû bénéficier de cette évaluation, mais n'en a jamais bénéficié. Et c'est pour ça qu'on est arrivé à cette situation de blocage. À l'issue de la publication de ce décret, que tout le monde n'avait pas forcément totalement compris, mais bon, j'ai envie de dire, c'est assez habituel. Hein. Du coup, les gens, d'un seul coup, ils se sont dit, ah bah oui, mais au final, ben, je vais plus avoir de sous. Voilà, parce que l'enveloppe, on la dézingue, donc il n'y aurait plus de sous. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on a récupéré le sujet dans mon bureau. C'est pour ça que je vous dis que je n'ai pas eu trop de chance. Donc, à date, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu des établissements de santé et des centres de lutte contre le cancer très inquiets de savoir comment ils allaient pouvoir financer des actes dans l'avenir, parce qu'il est clair pour tout le monde que malgré tous les moyens que peut se donner la HAS, elle ne peut pas évaluer, il y a 600 lignes dans le RIHN, elle ne peut pas évaluer 600 lignes en un tour de main, parce que Cédric Carbonel, c'est pas Harry Potter non plus, donc c'est pas possible en pratique. Et vous voyez cette insatisfaction, cette crainte en fait des établissements qui nous disent comment je vais financer ces actes qui ne sont pas encore inscrits à la nomenclature, et est-ce que ça ne va pas faire une perte de chance pour les patients à qui je ne les ferai plus ces actes puisqu'on ne me les finance pas, je ne peux plus les faire. Première question à date. Deuxième question à date, c'est pour les actes qui ont la chance d'être évalués par la Haute Autorité de Santé et de passer à la nomenclature LAMM ou CCAM, ces actes-là, pour peu qu'ils passent avec un prix très élevé, il est impossible pour les établissements de santé d'envisager que ce prix soit réinternalisé systématiquement au prix des séjours qui leur sont payés. Surtout quand l'acte, par exemple, va coûter 200 € et que le séjour en coûte 300 ou 400. Ça ne fonctionne pas. Donc, une deuxième inquiétude des établissements de santé, de dire, même pour les actes qui passent à la nomenclature, et donc quand le processus du décret fonctionne, ça va coincer quelque part financièrement. Et une troisième question, mais qui n'est pas la moindre et qui pour moi est une des questions les plus difficiles dans ce dossier, c'est la part à faire entre les actes qui sont rentrés dans un parcours de soins qui ont vocation à être réalisés pour tous les patients, pour lesquels la HAS fournit des recommandations qui sont étayées, qui sont conformes à ce qu'on attend de cette autorité, et l'évolution permanente, notamment dans le domaine du cancer, et on l'a vu par les exemples ce matin, c'est-à-dire l'évolution des actes qu'il est nécessaire de faire à des patients qui ne sont pas forcément de la routine, qui soit relèvent de la recherche et d'un essai clinique, et je suis bien placée pour vous en parler puisque j'ai travaillé sur le sujet, ou sont peut-être plus tout à fait encore dans un essai clinique, mais en tout cas ne sont pas non plus dans le soin courant puisqu'ils n'ont pas maturé totalement l'évaluation de l'intérêt dans le parcours des patients. Et ça, c'est une question fondamentale qu'il va falloir qu'on résolve, mais qui est très difficile à résoudre. Qu'est-ce que nous avons fait aujourd'hui? Je vais finir là-dessus. Nous avons décidé communément dans le bureau de ne plus traiter ce référentiel comme un référentiel purement financier, parce que ça n'a pas d'intérêt, mais de réanalyser le référentiel avec un regard médical, et donc pour cela de refaire travailler les experts qui d'ailleurs sont très motivés. C'est l'occasion pour moi vraiment de dire un grand merci à ces biologistes et ces anapathes qui travaillent avec nous, qui sont très motivés, de les faire retravailler sur ces actes, sur le libellé des actes pour qu'on sache vraiment mais de quoi s'agit-il de cet acte, sur savoir si cet acte il est rare ou s'il est très courant, et de préparer en gros le travail pour la Haute Autorité de Santé en disant pour des actes, parce que pour la plupart d'entre eux, ils étaient, enfin pas la plupart, mais plusieurs actes étaient génériques et visaient des techniques, parce qu'à l'époque, on avait envie d'insuffler de l'argent pour des nouvelles techniques, mais on ne va pas dire que le NGS, c'est une nouvelle technique aujourd'hui, de commencer à dresser un peu le portrait des indications rattachées à ces actes-là,
pour essayer de faciliter après que la HAS s'en saisisse et les insère le plus vite possible dans son planning qui est déjà très chargé, on le sait bien. Donc ce gros travail-là, nous sommes en train de le faire avec des experts, avec la volonté d'arriver avec un référentiel RIH1 qui soit médicalisé, qui soit plus clair, qui corresponde plus aux besoins des patients, même si ce référentiel a de toute façon vocation peu à peu à disparaître pour filer vers la nomenclature, et en ayant derrière la tête l'idée de se dire que certains actes n'ont peut-être pas vocation à aller à la nomenclature, parce que si on en fait 10 par an, franchement, on ne va pas les envoyer à la nomenclature. Donc réfléchir à une solution pour conserver une modalité de les prendre en charge à l'hôpital. Pour l'ensemble des actes du RIHN, que ce soit ceux qui ont vocation à disparaître ou ceux peut-être qui auraient vocation à rester, il s'agit aussi pour nous de définir des modalités de financement qui permettent de les rattacher avec une certaine traçabilité aux patients, donc les rattacher à des GHS, enfin trouver les moyens techniques, et on a dès la semaine prochaine des gros échanges avec l'ATIH pour cela, pour proposer un modèle qui techniquement tienne la route pour que ces actes soient vraiment replacés dans un contexte d'usage, voire un contexte d'indication. Voilà. Je pense que vous pouvez me souhaiter bon courage. Oui, bravo. Merci. Merci de nous donner l'impression, de nous donner des idées simples dans un monde vraiment compliqué. Nous changeons un tout petit peu à la demande des parties prenantes l'ordre, si M. Carbonel veut bien, pour qu'il ait une réponse à plusieurs questions, puisque lui aussi est un grand spécialiste de l'État, de la Haute Autorité de Santé, sur ces sujets-là. Et on se demande maintenant, enfin on va demander peut-être à Hervé Puy, et à Bruno Lacarelle d'abord, me semble-t-il, puis à Hervé Puy, puis à Madame Dossier d'intervenir, puis ensuite M. Canarelli et Gérard Raymond, s'il veut bien, conclura un petit peu également, comme on l'a fait tout à l'heure, notre réunion, avec une contribution également de François Blanchecotte spécifique sur le rapport. Alors, si vous êtes d'accord tous, on va demander à M. Lacarelle de contribuer également à notre analyse, et toujours dans le temps imparti, si vous le voulez bien, M. Lacarelle, 5 minutes. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le président de la conférence des chefs de pôle de biologie, pathologie des CHU, et vous êtes marseillais, à la PHM. Oui, effectivement. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, brièvement, je suis chef du pôle de biologie pathologie de l'assistance publique hôpitaux de Marseille. Et donc, je pense que c'est intéressant qu'on vous dise ce que c'est qu'un chef de pôle de biologie. Un chef de pôle de biologie, c'est quelqu'un qui se retrouve, je dirais, à la gestion médicale de tous sur tous ces sujets dont on a parlé ce matin, puisque la production de résultats, l'innovation, la recherche, etc., c'est dans les services d'hématologie, de biochimie, etc. Et nous, effectivement, on se retrouve à, je dirais, entre nos collègues biologistes et nos directions, à gérer au mieux tout ça pour que ça se passe au mieux dans un contexte, pour vous donner un ordre d'idée, moi, je suis à peu près sur 100 millions de dépenses annuelles, donc avec des ressources humaines, des réactifs à acheter, enfin bon, etc. Et donc on se retrouve dans des situations très compliquées où on doit évidemment aider nos collègues biologistes à faire de l'innovation, à pouvoir continuer des travaux de recherche, à assurer la formation, etc. Et puis aussi à devoir faire de l'efficience et aujourd'hui moins de dépenses, clairement. Donc on se retrouve dans des situations très compliquées. Alors, moi, je suis plutôt optimiste. Je me dis que tout ça est possible, mais qu'on manque de règles et on manque d'outils. C'est-à-dire, je pense qu'il est effectivement possible de continuer à faire de l'innovation, de continuer à faire de la recherche tout en faisant de l'efficience, sous réserve que les règles soient claires. Or, comme
je remercie Madame Legrand pour les perspectives qu'elle nous donne par rapport au RIHN. Donc, semble-t-il, les choses, je dirais, s'améliorent. Mais je voudrais quand même rappeler une chose, c'est que cette histoire du RIHN, ça fait 15 ans que ça dure. Ça fait 15 ans que ça dure et on voit bien que ça ne va pas se résoudre demain matin. Même si, encore une fois, merci Madame Legrand pour les pistes que vous avancez. Donc voilà, on manque de règles. On est fortement challengé sur nos dépenses. Moi, personnellement, j'y vois pas de problème, je veux bien. Mais j'ai du mal à identifier précisément mes recettes. Parce que, voilà, on manque de règles. Et je pense qu'il est utile que l'on puisse disposer de règles pour parvenir à un véritable pilotage médico-économique des activités de biologie à l'hôpital. Donc voilà, moi j'appelle à une réflexion sur quel est le modèle économique du financement de la biologie hospitalière. Je ne parle pas du tout du secteur privé, moi je parle de ce que je connais. Donc on a des difficultés là-dessus pour bien identifier notre modèle de financement et avoir des règles claires pour avoir un véritable pilotage médico-économique qui garantit l'innovation, qui garantit la possibilité de continuer à faire de la recherche et qui garantissent également les objectifs d'efficience. Je terminerai très rapidement pour dire deux choses. Concernant nos rapports avec le CIDIV, je crois qu'on a besoin de vous, c'est clair. Mais on a besoin de vous pour avoir un accès, je dirais, à l'innovation au juste prix, ce qui est un sujet, et puis que vous puissiez nous aider aussi sur les enjeux de cybersécurité. Ça a été évoqué 2-3 fois ce matin. Dans les missions que l'on se retrouve à gérer quand on est chef de pôle, c'est aussi les enjeux de sécurité, de cybersécurité, surtout dans des établissements de grande taille qui sont établissements de référence régionaux pour les différentes zones de défense. Et là, disons-le, et pour avoir participé à quelques exercices récents, il y a des gros trous dans la raquette. Et on a besoin, là aussi, de règles claires et d'aide des industriels et de l'État pour assurer notre résilience. Merci beaucoup, Monsieur Lacarelle. C'est un peu, ça va dans le sens de ce que nous avait dit Walid Saber également. Bravo. Je demande à Monsieur Puy d'intervenir un petit peu de la même manière, s'il le veut bien, donc en 5 minutes. Et ensuite, je crois que Aurélie Dossier participera également aux réponses que nous apporterons avec Cédric Carbonel et Jean Canarelli. Oui, allez-y. Merci. Je rappelle, Hervé Puy, que vous êtes le coordonnateur adjoint du Centre Expert maladies rares, porphyrie, c'est ça? Oui, et puis je dirige le DMU, qui est le plus gros laboratoire public de France, au CHU Bichat, Beaujon, Louis-Maurier, Saint-Louis, voilà, jusque septembre. De la PHP. De la PHP. Donc, et je suis avec Bruno, bien sûr, et Valérie Hugo dans le comité des coordonnateurs de chefs de pôle des CHU. Voilà, et je suis particulièrement... Alors, moi, c'est le financement de la biologie pour les nuls. Je vais faire vraiment mes 5 minutes, mais une petite introduction, parce que je me suis rendu compte que même des collègues du privé n'étaient pas au courant. Les CHU, actuellement, ont une enveloppe pour faire cette innovation du RIHN dont on a parlé, qui a été en 2024 de 537 millions d'euros. Les 3/4, ou même un peu plus, vont dans les établissements publics, CHG, CHU, établissements français du sang, le FS, les CLCC. Ces 537 millions d'euros, par les fichiers qui sont remontés FICHSUP, comme ça a été dit, et qui sont financés, vu les décrets qui sont sortis, font que actuellement dans le public, la T2A, la biologie n'est pas financée. Pour tout patient hospitalisé dans un hôpital, en HDJ, en HAD, en hospitalisation classique, tous les actes de biologie sont financés par la T2A, c'est-à-dire le séjour. Et donc ne remontent pas dans les fichiers de la CPAM et les actes de biologie. Ce qui a fait dire à un cabinet privé de consulting que 70% des actes, et ça a été repris dans Le Monde, de la biologie médicale en France étaient produites par le secteur privé. C'est vrai à l'échelle de la CPAM.
Si on reprend, et on a mené une enquête avec Bruno, l'ensemble des activités, le ratio est inversé. C'est-à-dire que 60 à 70% des actes de diagnostic de biologie médicale en France sont produits par les CHG, les CHU, les CLCC et l'EFS. Je pense que ce genre de choses est très important d'avoir en tête par rapport aux analyses que l'on peut faire sur les productivités et l'intégration des choses. C'était mon premier point. Et donc, au moment où ces décrets sont sortis en 2024, on a été un petit peu étonné de ne pas avoir, aucun d'entre nous n'a été concerté sur l'impact financier que ces décrets, cette disparition, comme l'a dit Madame Legrand, en 5 ans de l'enveloppe des 537 millions d'euros, avait sur nos financements de CHU, puisque c'était le seul, de CAG, dans le public, était le seul moyen de financer des actes que l'on fait depuis déjà 10 à 15 ans. Et donc, on s'est retrouvé avec, quand la T2A a été créée et le financement de cette T2A dans le public, avec ces groupes par activité, on s'est retrouvé avec des laboratoires de génétique qui n'existaient pas, on se retrouve avec des plateformes de spectrométrie de masse moléculaire qui n'existaient pas, qui donc n'étaient pas financées, et notre seul moyen de financement, c'était cette enveloppe RIHN. Et nos actes maladies rares également, j'y reviendrai. Donc on s'est retrouvé devant une impasse. Et actuellement, il faut bien que vous en ayez tous conscience, les acteurs de la biologie médicale, on est dans une impasse du financement de l'innovation en biologie. À chaque fois, et je l'encourage, l'accès aux soins de à chaque fois qu'un acte passe dans la nomenclature, c'est autant de pertes, le financement dans le public disparaît. Il faut que vous en ayez conscience. Donc à chaque fois que, par exemple, les marqueurs tumoraux circulants dans le cancer du poumon, à Bichat on est très impacté avec Gérard Zachman, passent dans la nomenclature, eh bien, mon laboratoire n'a plus un centime pour faire cette analyse qu'il fait et qu'il a été pilote d'ailleurs pour les activités de recherche et pour le faire valider. Donc on est vraiment devant une caricature un petit peu du système français. C'est mon premier point. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est le parcours du combattant pour les académiques, ça a été souligné, pour rentrer dans l'innovation. Actuellement, nous avons 4 portes d'entrée. Le RIHN 2.0 qui vient de sortir. On a le forfait innovation. On a l'article 51 et on a également les REACT, c'est-à-dire que les CNP peuvent présenter 3 dossiers par an pour éventuellement être inspectés. Sur le recul je suis au CNP de biologie médicale, sur les reculs des dossiers qu'on a portés, et Jean-Louis Ponce et Isabelle Emone-Gastin le confirmeront, depuis 10 ans maintenant, une dizaine d'années, on n'a eu aucun acte qui a été retenu par la HAS. Donc on est devant un besoin de simplification. On est devant un besoin de simplification et une porte d'entrée unique qu'on nous explique comment on peut coporter par les CNP, par les industriels et nous les académiques, un dossier, parce qu'on ne sait plus très bien, donc on a besoin de lisibilité à ce niveau-là. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est que les CNP ne sont pas formés ni sur la gestion des registres et des cohortes, tel que ça a été défini pour l'évaluation. Donc on a besoin d'avoir une méthodologie pour mettre en place les centres experts et le faire. Et les 3 derniers, je termine par ça, c'est les solutions que nous proposons pour obtenir un financement dans le public, comme je l'ai dit. Nous avons 3 possibilités. Augmenter le GHS en intégrant cette innovation biologique, comme ça a été évoqué. Prendre en compte éventuellement, puisque ces actes qui passent à la nomenclature n'étaient pas auparavant dans la T2A, que les laboratoires publics puissent facturer une sorte d'équité au même tarif que ce qui va passer à la nomenclature, nos actes, à compter d'une certaine date, c'est-à-dire depuis 2024, les actes qui passent à la nomenclature, qui sortent du RIHN, eh bien, le public comme le privé, à armes égales, peuvent facturer à la CPAM en augmentant l'enveloppe de la CPAM. C'est une solution. La dernière, c'est que les CHU soient dérogatoires par rapport aux maladies rares, ça a été évoqué par Mme Legrand. Nous avons filiarisé la clinique, nous avons des CRMR, nous avons des centres de compétences, ce qui fait que les malades atteints de maladies rares maintenant en France, et c'est remarquable, sont bien pris en charge. Avant, les PNMR, les plans maladies rares, incluaient de la biologie dans leur financement. Ça a disparu depuis le PNMR 3, et depuis, ça n'existe plus. Et donc, nous demandons à ce que les CRMR qui sont en lien avec les laboratoires, ces laboratoires puissent être financés, notamment via les LBMR éventuellement. Et dernière idée que je vous soumets, il existe des PHRC
pour vous le savez très bien, PHRC nationaux, PHRC régionaux, pour les innovations et l'évaluation des actes également, ou des activités de recherche à l'interface. Pourquoi ne créerons-nous pas des PHRB, c'est-à-dire des programmes de recherche non seulement cliniques, mais également biologiques? Voilà. Et enfin, une dernière idée. Non, dernière chose pour monsieur, qui n'est pas prévu actuellement. L'obsolescence des tests, on l'a dit, un panel qui sort, qui est validé. Monsieur, ça a été dit pourquoi le pancréas n'était pas passé à la nomenclature. Ça va tellement vite actuellement qu'il faut également que l'on ait des règles sur les sorties de nomenclature, parce que vraiment, on est dans des logiques qui évoluent trop vite. Et là aussi, la mise à jour, on n'a pas de guidelines. Merci beaucoup, c'est très clair. Nous avons plusieurs questions qui sont posées, qui veulent être posées, donc il faut que j'aille un petit peu vite pour que l'on puisse avoir vraiment une vraie discussion. Madame Dossier, vous êtes avec nous, je crois que c'est peut-être le moment que vous puissiez, le bon moment d'intervention. Vous êtes directrice d'hôpital, vous êtes aux hospices civils de Lyon, et vous avez également un rôle important dans la coordination des questions économiques et financières au sein des CHU. Donc je crois que vous allez probablement contribuer par votre expertise à nous éclairer sur plusieurs sujets que notamment les médecins biologistes ou les pharmaciens ont posés. Merci en tout cas d'être avec nous, on vous écoute. Bonjour à tous. Effectivement, je vais revenir sur quelques chiffres et sur des points qui ont été mentionnés déjà par plusieurs d'entre vous. Un premier enjeu, et donc là aussi, ça va rejoindre ce qui a été évoqué, mais du point de vue convergent des directions des finances. Je vais aussi revenir sur le financement de l'innovation dans les CHU et l'exemple des actes RIHN. Alors, juste pour vous donner quelques chiffres, l'évolution du financement de la mairie G03, donc du financement des RIHN depuis la création donc du référentiel en 2015, c'est 37% de progression d'évolution du financement, avec en parallèle, et c'était rappelé tout à l'heure, une croissance plus rapide des actes produits et donc une baisse au fil du temps du taux de remboursement de ces actes, ce taux de remboursement qui est aujourd'hui inférieur à 50% de financement. Alors, on est bien conscient qu'il y a aussi un enjeu dans le cadre de l'ONDAM, de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, avec l'enjeu de maîtriser la cinétique d'évolution des différentes enveloppes, et que l'objectif de ce financement au départ, c'était de pouvoir être un starter pour le financement de l'innovation. Donc, on est aussi bien conscient qu'il faut une gestion dynamique de la liste, que ce soit sur les entrées ou les sorties, que certains actes, très certainement, n'ont plus de caractère innovant et doivent légitimement revenir sur un financement de droit commun, mais que d'autres concernent la biologie de recours, et je vais y revenir, et c'est sur ces points-là que je souhaiterais insister aujourd'hui sur les enjeux financiers. Si on prend maintenant l'exemple et le focus sur les CHU, un rappel pour rebondir sur ce qui a été indiqué, les CHU en 2024, c'était un peu plus de 70% de l'enveloppe mairie G03, donc cette enveloppe mairie qui finance les actes innovants de biologie et d'anapathologie hors nomenclature. Et donc avec l'enjeu évidemment de l'importance de la biologie universitaire, à la fois sur la préservation de la spécificité des CHU dans les activités de recours et d'expertise, de la recherche en biologie et puis du développement de l'offre de soins et de l'égal accès de tous aux examens innovants, ça a été rappelé tout à l'heure. Alors finalement, quels sont les risques financiers qu'on identifie à l'échelle de nos CHU et partagés avec les biologistes et les directions générales et les présidents de CME pour ce RIHN 2.0 Une partie d'entre elles ont été citées, je vais y revenir. Premier enjeu, le temps d'inscription à la nomenclature, puisqu'on a donc chaque année une décote qui est actée de ces actes. Et donc, le délai entre l'inscription à la nomenclature et cette décote risque de laisser des actes sans financement. La risque des disparitions de financement pour certains tests rares, mais aussi, et peut-être ça n'a pas été rappelé, l'impact sur les prestations interétablissements, qui aujourd'hui peut représenter des enjeux très importants selon le niveau de prestation réalisé par certains établissements. Donc la décote conduisant donc à une diminution du tarif
Et donc, aujourd'hui, je rappelle que ces prestations interétablissements ne sont pas couvertes par la mairie, mais sont couvertes donc, par la facturation entre établissements. Et puis, un risque sans doute de diminution à terme de l'enveloppe mairie G03, donc il y a un enjeu assez fort, évidemment, rappelé dans nos conférences. Je le rappelle aussi, une entrée à la nomenclature, ça ne garantit pas un financement systématique pour ces actes. Donc, je rappelle que dans nos modèles de financement CHU, nous n'avons pas de financement supplémentaire pour les actes qui sont réalisés en hospitalisation. Ce sont les tarifs qui sont censés les couvrir. Et on le sait, on a un contexte national où les tarifs ne sont plus issus des coûts. C'est un enjeu majeur qu'on travaille en lien avec la DGOS, la TIH. Mais aujourd'hui, on sait que les tarifs GHS peinent déjà à couvrir les charges qui sont engagées. Et donc, il y a le risque d'avoir encore un écart grandissant si ces actes sont censés être inclus dans les tarifs. Et puis, le coût élevé de certains actes, l'exemple qui est le plus repris, c'est celui du test HRD, qui a parfois, ces actes qui ont parfois un coût supérieur au tarif d'un séjour hospitalier. Alors, dans le cadre de cette réforme RIHN, nous ne sommes pas restés sans faire des propositions. Et donc, on a lancé quelques pistes de réflexion en travaillant évidemment avec le Collège des biologistes de CHU, les présidents de CME et les directeurs généraux. Et notamment, on s'est penché sur plusieurs pistes de propositions avec très certainement un enjeu à établir un financement distinct entre la biologie de recours et la biologie d'innovation et un financement sans doute séparé de la biologie aussi d'application clinique avec un effort de financement dirigé vers la biologie spécialisée. On a l'enjeu donc d'introduire un financement dédié à cette biologie de recours, comme je disais, de pouvoir financer aussi en lien direct les centres de référence maladies rares, c'est un point qui est important, et puis sans doute ouvrir à une facturation en plus certains actes donc qui accompagnent les séjours hospitaliers. Donc, a été évoqué tout à l'heure la proposition de Listensus avec évidemment l'enjeu de pouvoir couvrir en complément et notamment pour les patients hospitalisés ces financements pour les établissements publics de santé. Donc, juste un rappel pour dire qu'on participe en tant que CHU aussi à la phase de concertation pour faire progresser la réflexion sur la réforme RIHN 2.0. Donc, on est partie prenante des groupes de travail nationaux qui ont été mentionnés tout à l'heure par la DGS, le groupe de travail scientifique qui a été monté et puis le groupe de travail sur le financement qui doit permettre d'identifier un financement des actes onéreux, l'évolution du recueil d'activités et les modalités de financement. Et donc, là encore, un enjeu assez fort sur cette décote et l'accompagnement qui peut en être fait. On disait tout à l'heure que les CHU, c'était 70% de l'enveloppe. Voilà, si je donne l'ordre de grandeur de l'enveloppe aux Hospices civils de Lyon, c'est plus de 20 millions d'euros. Et on a aussi un nombre de prestations que l'on réalise pour d'autres établissements très significatifs. Et donc, la perte liée à une décote s'élève à plusieurs millions d'euros. Voilà, c'est un enjeu évidemment très prioritaire dans la réflexion que l'on a sur les différentes modalités de financement de l'innovation dans nos CHU. Merci beaucoup, madame, bravo, merci beaucoup, parce que c'était vraiment parfait. Je poursuis avec Jean Canarelli et ensuite Cédric Carbonel fera sa présentation dans un premier temps et sans doute répondra à plusieurs questions puisqu'il a été l'HAS, pas lui, mais enfin interpellé. Et puis Gérard Raymond et puis enfin François Blanchecotte termineront cette table ronde, cette séquence numéro 3. Jean Canarelli en 5 minutes également. Je rappelle Jean Canarelli que vous êtes au Conseil national de l'Ordre des médecins, que vous êtes... que vous exercez en Corse, dans la belle île de Corse, et que vous êtes le délégué général aux données de santé, au numérique et à l'innovation de ce même Conseil national de l'Ordre des médecins. Bravo, merci d'être avec nous.
Merci de me donner la parole sur ces sujets. Alors bon, le financement, c'est pas mon cœur de métier, c'est quand même la biologie. Mais en l'occurrence, je vais prendre trois points qui ont été déjà bien traités, le RIHN, le BMD, et je vais rajouter l'intelligence artificielle parce qu'on travaille beaucoup dedans. Le RIHN, ça me fait penser, on en parle depuis 2015, à un marathonien à qui, au début de la course, on dit ah, tiens, comme on ne sait pas quoi faire pour améliorer tes performances, on va te donner un sac à dos avec un peu de plomb dedans, et dans le doute, au 20e kilomètre, on va te rajouter 1 ou 2 boulets pour essayer de voir si tu peux améliorer encore tes performances. C'est le modèle que nous avons choisi parce que on a évoqué les fiches sup, mais il faut savoir ce que c'est les fiches sup. Juste pour être méchant, les fiches sup, ça veut dire qu'un établissement remplit ces fameux fichiers qui lui donneront droit au mérite 3, effectivement, mais l'année d'après. Mais quand il est rempli, en fait, il marque le montant, il en a peut-être pour 20 millions d'euros, mais l'année d'après, on va lui dire, tout compte fait, tu vas avoir 50, 40, 35% de l'enveloppe en fonction de ce qui sera calculé un an plus tard. Donc voilà ce que c'est en pratique sur le terrain. Et le passage, la transition brutale qu'a évoqué Hervé Puy, c'est les boulets qu'on a rajoutés à la fin, histoire de voir si on est capable quand même d'accélérer. Donc voilà, ça, c'est l'innovation, la façon dont elle a été traitée depuis 10 ans en biologie, et pas qu'en biologie. Il y a aussi la NAPAT, et j'ai une pensée émue pour tous les cancéreux qui avaient besoin d'examens, qui les ont soit payés de leur poche, soit perdus 1 mois ou 2 mois ou 3 mois avant d'avoir des examens indispensables à la prise en charge thérapeutique. Voilà ce que c'est l'innovation vue par notre modèle. Le BMD, oui, on va parler d'accessibilité. On trouve qu'effectivement, il faut aujourd'hui, comme nous l'a dit à juste titre Yann Gaël Amgar, avancer sur le BMD. Dans d'autres pays le font. Bon, nous, on a quand même une particularité, on a 10 000 biologistes. Les autres pays n'ont pas forcément 10 000 biologistes. Quel est le pays qui peut se permettre de former des bac plus 10 ou bac plus 12 de haut niveau et puis dire brutalement, tiens, je vais faire comme celui d'à côté, qu'il y en a 500 ou 600 ? Je ne sais pas. Il y a du gaspillage quelque part, peut-être chez les autres, peut-être chez nous, mais il y en a. Et quand tu as l'IA, qui est un sujet quand même d'actualité aujourd'hui, c'est une accélération, si vous l'avez noté, qui est relativement historique. Si on remonte au XVIIe siècle avec Blaise Pascal, on commençait déjà à avoir la Pascaline, une petite machine à calculer. On a en début du XXe siècle Alan Turing qui a posé les bases de la réflexion sur l'IA. Et là, et je vous parle même d'IBM Watson au début des années 2000, et là, en quelques mois, ça se développe à une allure record. Par contre, ça pose question. Ça pose question parce que là, on rentre dans nos modalités de fonctionnement où il est question de délai, de permanence des soins, d'accès aux soins et d'un rapport coût-intérêt. Alors, le RIHN, c'est une sclérose totale, il faut en sortir, et peut-être que la réforme avec ces variables aujourd'hui qu'on va rentrer nouvellement et qu'on va prendre en compte sera bien. Le BMD, 10 à 15% plus cher en mettre par coup. Mais pourquoi ? Je vais aller en mettre dans les EHPAD alors que le vrai problème, c'est pas le BMD, c'est la permanence des soins. Permanence des soins, petit rappel historique, depuis 2008-2013, c'est inscrit dans la loi. Les laboratoires doivent participer à la permanence des soins. Sauf que personne s'inquiète de ce texte de loi qui le précise et personne ne le met en place. Et donc là, on invente que le BMD va résoudre le problème au lit du patient. Le patient, quand il a besoin d'examens à son lit, effectivement, il faut les faire. Mais par contre, payer 15 fois plus cher un examen là où on n'en a pas besoin, c'est délirant aujourd'hui. L'intelligence artificielle, la biologie, et je travaille beaucoup sur ce sujet au niveau du Conseil de l'Ordre, est remarquablement absente. Je ne sais pas pourquoi. C'est quelque chose qui impacte peu. Et quand je vois des startups qui me présentent leurs projets, je suis frappé par voir le niveau d'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous faites ? Alors, quand vous avez du cholestérol, on dit que c'est pas bien, on vous prescrit un régime. Oui, ça n'a rien d'intelligence artificielle, ça n'a rien de novateur, et ça n'a rien de progrès. Par contre, je suis beaucoup plus rassuré quand je vois ce qu'on est capable de faire sur les biopsies liquides. Et là, oui, il y a vraiment un enjeu fort. Mais je trouve que par rapport au reste de la médecine, on est très en retard. Et sur l'intelligence artificielle, on pourrait essayer d'avoir une médecine personnalisée avec les examens de biologie, avec un DMP pour peu qu'il soit accessible et qu'on puisse piocher dedans, pour avoir un plan de prévention, un plan de suivi toute la vie des patients, avec là, oui, une véritable approche personnalisée qui serait liée à ça. Donc il y a quelque chose à faire. Dans tout ça, on est en retard beaucoup. On est en retard beaucoup parce que c'est le marathonien qui court comme il peut avec son sac à dos et ses boulets. Le choix qui nous est offert, c'est soit une biologie industrielle, soit une biologie humaine.
J'ai la faiblesse de croire qu'elle doit rester humaine, qu'elle doit rester de qualité, qu'elle doit rester équitable. N'oubliez pas qu'avec l'IA, on peut truquer l'orientation des diagnostics, truquer au sens structurel du terme. Si on s'intéresse qu'à une population nord-américaine ou une population chinoise et qu'on essaie de la transposer à nos quartiers, ça risque de donner de mauvais résultats. Donc on a un travail de fond à faire là-dessus. Donc attention à ne pas surcharger la barque, on en a parlé avec l'accréditation, qui nous explique comment on doit travailler. Laissons le temps aux biologistes de prescrire et de consulter comme on l'a initié, et merci Jean-Louis de l'avoir rappelé au niveau du Conseil de l'Ordre, et faisons en sorte d'avoir une biologie de qualité avec juste ce qu'il faut de normes, avec juste ce qu'il faut de réglementation, et pas ce qu'on a fait aujourd'hui de ce monstre qui est la biologie en France en 2025. Très bien. Bon, voilà, je ne sais pas qui est monstrueux. Bravo. Bravo. Je ne pouvais pas développer. Non. Et puis vous demandez et c'est maintenant Harry Potter qui va parler, et j'espère que Voldemort, ce n'était pas moi. Enfin, si. Alors, en France, on serait plutôt José Garcimore pour ceux qui l'ont connu petit. Ouh là là, José Garcimore, nous n'étions pas nés, nous, cher ami. Avec la petite souris qui montait. Ah oui, très bien. Bon, écoutez, je pense que si vous le voulez bien, pour l'organisation de notre matinée, nous allons donc demander à Cédric Carbonel d'intervenir maintenant. Il va le faire en 5 minutes également, et puis je pense qu'il répondra à des questions juste après lui. Et après avec Gérard Raymond, nous ouvrirons le champ des questions, et la conclusion de cette table ronde sera faite par François Blanchecotte, et nous terminerons à peu près à l'heure. Merci Cédric Carbonel d'être avec nous. Ici, tout le monde vous connaît, hein. Vous êtes adjoint à la direction de l'évaluation et de l'accès à l'innovation, chef de service des actes professionnels à la Haute Autorité de Santé. J'espère que je ne me suis pas trompé. Merci beaucoup pour cette invitation. J'arrive en fin d'épisode 3. Alors, le fan de Star Wars rappellera quand même qu'en fin d'épisode 3, c'est Dark Vador qui arrive. Donc, coucou, je suis là. Pour justement, effectivement, vous rappeler quel est le rôle de la Haute Autorité de Santé dans tout ça. Donc, Haute Autorité qui est indépendante du ministère, je le rappelle. Consultative et qui, stricto sensu, n'a pas de rôle dans les processus de tarification. Nous, on arrive en amont, avant de discuter des sous, il y a un petit truc mineur, insignifiant à regarder, qui s'appelle le service attendu, le service médical. C'est-à-dire de s'assurer que, quelque part, ce qui est proposé est pertinent pour le remboursement. C'est toute la différence qu'on peut avoir avec la confusion arrive souvent entre l'autorisation de mise sur le marché et le marquage CE. Alors, si je suis un peu caricatural, je vous dirais que marquage CE et AMM, c'est juste là pour dire à l'industriel qu'est-ce qu'il a le droit de vendre. Le service attendu ou le service médical rendu, c'est là pour indiquer qu'est-ce qu'il est pertinent de rembourser par la collectivité. Et donc, il y a cette notion de pertinence qui est essentielle. Et je dirais que l'orientation de la HAS pour les 5 ans à venir, elle se résume sur 2 choses au niveau des actes professionnels et particulièrement de la biologie, en 2 mots, c'est innovation et pertinence. C'est ce qui va vraiment nous guider en long, en large et en travers sur les 5 ans à venir. C'est-à-dire qu'on va vraiment s'orienter sur le fait de pouvoir permettre de faire rentrer dans le droit commun des actes qui sont issus de l'innovation, et je reprends tout à fait la définition qui a été évoquée par l'Agence de l'innovation tout à l'heure, quelque chose de nouveau qui répond à un besoin. Je peux vous dire que des porteurs de projets, on en voit beaucoup, puisque la HAS a désormais des actions d'accompagnement. Des nouveautés, on en voit. Des nouveautés qui répondent à des besoins, pas tant que ça. Pourquoi ? Parce que les acteurs qui arrivent ne se sont, dans la plupart des cas, même pas posé la question. Y a-t-il un besoin médical ? Y a-t-il d'ores et déjà, quelle est la stratégie de prise en charge aujourd'hui ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Et en quoi ce que je propose va y répondre ? Et ça, c'est simplement déjà la première étape qui permet déjà de faire pas mal de tri. Donc, la question à laquelle on va répondre in fine. La HAS, elle doit répondre à quoi ? Est-ce que l'innovation, elle fait mieux, aussi bien ou moins bien que l'existant ? Et pour ça, il va nous falloir tout simplement faire les comparaisons. Et donc, il va nous falloir des données comparatives.
Donc on a besoin de cet aspect-là pour effectivement faire rentrer l'innovation dans le droit commun. Mais ça ne s'arrête pas là non plus. Je parlais pertinence. Il est aussi essentiel de pouvoir réinterroger ce qui est aujourd'hui pris en charge, le droit commun, et d'aller regarder ce qui s'y passe. Est-ce qu'il est encore pertinent de prendre en charge tel ou tel examen? Est-ce qu'il est encore pertinent de garder telle ou telle indication? Est-ce qu'on ne doit pas modifier les choses en fonction des nouvelles recommandations? Ça peut permettre aussi de dégager des marges de manœuvre financières importantes. Et l'exercice n'est pas si facile qu'on le pense. Exemple flagrant, comme vous le savez, on a été amené à se prononcer sur le déremboursement de la vitesse de sédimentation il y a quelques jours. Ça n'a pas été une partie de plaisir pour arriver à ces conclusions. Pour les biologistes pour lesquels on avait des retours, c'était assez évident. Pour les cliniciens, il a fallu y aller. On a fini par y arriver. Donc ça nécessite effectivement beaucoup de discussions de ce côté-là. Donc très clairement, nous on va jouer sur les deux valences, c'est-à-dire s'assurer que ce qui est au niveau de la prise en charge de droit commun est pertinent, et on aura besoin de vous pour identifier quelles sont les pistes pour lesquelles on pourrait faire des évaluations et vérifier la pertinence de ces actes, qui peut conduire à des restrictions d'indication ou à des déremboursements, ou dans d'autres cas confirmés qu'il y a un intérêt. On l'a fait en radiologie il y a quelques années, on l'avait fait pour la radio du crâne, où on avait réduit quasiment toutes les indications à une ou deux. À l'inverse, on avait confirmé par exemple que la radio du thorax ou que l'échocardiographie transthoracique étaient des examens qui étaient parfaitement pertinents et qu'il y avait une multiplicité d'indications et que c'était normal. Donc, il y a cet intérêt essentiel sur cet aspect-là. Sur la partie innovante, comme je le disais, il faut que l'on puisse s'assurer qu'on a des actes qui soient sûrs, efficaces et appropriés pour les patients. SEAP, ça tombe bien, c'est l'acronyme de mon service. Et donc, là-dessus, il va falloir qu'on puisse avoir des éléments sur l'évaluation des performances diagnostiques de ces tests, très clairement, qu'ils soient réalisés ou non avec intelligence artificielle. Et oui, l'IA peut être un problème parce que c'est très facile de bidouiller ce que l'on veut avec ça. Donc on a aussi à caler, nous, nos méthodes, et on a déjà commencé à le faire pour repérer quels peuvent être les biais qui peuvent être introduits. Attention à une approche commerciale de l'IA, parce que l'IA, ça peut être utilisé pour développer le test, mais après le test est figé et vous n'avez plus d'intelligence artificielle, ça reste un test standard, versus ceux qui vont continuer à avoir un système apprenant. Donc là aussi, il faut parfois faire la part des choses. Et donc, au-delà des performances diagnostiques, oui, on a des aspects de sécurité, mais il y a surtout l'utilité clinique. En quoi est-ce qu'on modifie, qu'on améliore la prise en charge du patient? Idéalement sur son état de santé, mais ça peut être sur d'autres externalités. Et c'est là où on a besoin, effectivement, de données comparatives majeures. Et c'est là où le bas blesse, parce que malheureusement, c'est là où on n'a souvent pas grand-chose. Donc pour remédier à ça, et pour pouvoir favoriser, je dirais, de l'innovation, effectivement, il y a des guichets qui existent avec des systèmes comme le RIHN, comme le forfait innovation. Je précise que la biologie médicale et la NAPAD sont les seules spécialités qui bénéficient de deux systèmes d'accès à l'innovation dérogatoire, forfait innovation et RIHN. Et quel est leur objectif, très clairement? Ça va être de pouvoir justement aider à colliger ces données comparatives qui sont manquantes, ces études d'utilité clinique dont on a besoin pour avancer derrière. Si on n'a pas ça, effectivement, on ne peut pas vérifier qu'il y a un intérêt à ces techniques. Donc, on doit pouvoir effectivement utiliser ces dispositifs de ce côté-là. Oui, ça peut être, je dirais, pas forcément évident en termes de lisibilité. Et là, il n'y a pas 36 solutions. Venez nous voir. On a mis en place des actions d'accompagnement. Et je peux vous dire que ça fonctionne sur beaucoup d'interlocuteurs, puisqu'on en fait une 50aine par an. C'est ouvert aussi au CNP, aux sociétés savantes, pour vous expliquer quel est le guichet qui est le plus adéquat. On a fait également des guides méthodologiques sur tout ce qui est évaluation du séquençage au débit qui précise qu'est-ce qui est nécessaire comme données pour pouvoir faire une primo-évaluation, mais surtout qu'est-ce qu'il est nécessaire pour faire des extensions, puisque ça va très vite, donc on peut faire évaluer les choses très clairement. Donc, on a quand même pris de notre côté notre responsabilité avec une limite qui est celle de nos capacités à faire, très clairement, on fait avec ce que l'on peut.
Et une autre limite, comme je le disais, qui est que, contrairement à ce qu'on pense, nous ne sommes pas impliqués dans des aspects de tarification. Je suis néanmoins ravi que la question de la tarification en sortie de RIHN soit enfin abordée, parce qu'elle est sur la table depuis 2015, et je suis bien placé pour le savoir, et ça avait été mis sous le tapis pendant des années. Sauf que, comme d'habitude, dans un système français, qu'est-ce qu'on fait? On commence à se poser les questions quand le mur est en face. Sauf que là, il n'est pas seulement en face, c'est qu'on se l'est pris pleine balle. Donc, là aussi, importance de quelque chose qui nous paraît essentiel pour nous, c'est l'anticipation. Puisqu'on peut voir quels sont les problèmes, il serait intéressant justement d'anticiper, de venir en discuter. Nous, c'est pareil sur des propositions. Et pour finir, effectivement, on évoquait la problématique de prévention, qui est un champ essentiel, sur lequel je pense que, là aussi, en termes territoriaux, le biologiste a toute sa part. On est encore ancré sur un système qui est celui du médecin traitant. Il serait peut-être temps de sortir de ça et de passer sur une équipe traitante. Vous avez les pharmaciens, vous avez les médecins, vous avez des infirmières, bref, tout ce qui est localement nécessaire pour faire en sorte que l'offre de soins fonctionne et que le biologiste puisse y participer. Et le talent, c'est de savoir faire les transitions. Et à mon avis, Gérard Raymond, qui nous écoute très attentivement depuis le début, va répondre à plusieurs des questions que Cédric Carbonel nous a posées. Pour 5 minutes, OK? Tout à fait. Tout à fait, Gérard. Vous êtes, enfin tout le monde vous connaît, vous êtes de France Asso Santé. Oui, oui. Je représente ici certainement la majorité de nos concitoyens, donc je suis le profane, le candide. Je découvre avec vous, en écoutant vos échanges, ce qu'est effectivement la biologie médicale, ce que sont ses difficultés, son financement, et ce qu'elle pourrait apporter, ce qu'elle n'apporte pas. Et il m'arrive souvent, effectivement, de participer, que ce soit un sujet de biologie ou autre, avec des experts comme vous. Et régulièrement, je passe par des phases, sans être bipolaire, mais je passe par des phases qui sont optimistes et puis pessimistes et préoccupantes. À un moment, je rêve, à d'autres moments, je cauchemarde un petit peu. Et donc, effectivement, on sait tous aujourd'hui que, docteur, faites-moi des analyses. Parce que c'est avec les analyses que je vais pouvoir, que vous allez me poser un diagnostic et qu'on va pouvoir avoir un bon traitement. Donc aujourd'hui, les analyses, pour nous, profanes, c'est la biologie évidemment médicale, etc., etc. Et donc, en début de réunion ce matin, j'ai entendu des magnifiques projets en me disant, alors, franchement, aujourd'hui, on a fait des avancées extraordinaires sur l'ensemble des cancers et même d'autres, etc., etc. La question, effectivement, c'est se poser, c'est que est-ce qu'on a une accessibilité à tous les patients de France et de Navarre à pouvoir avoir droit à ces analyses-là? D'abord les patients, ensuite évidemment l'ensemble des professionnels de santé. Laboratoire, je vous appelle suite à la prise de sang que vous avez faite. C'est la vraie vie. Gérard? Oui, non, oui. Allez-y. Non, je pense non, mais moi, je prends toujours des conseils. Hein. Je continue à être très profane et je ne veux surtout pas être scientifique comme vous. Donc, j'entends bien ça. Les anonymes, il va falloir quand même qu'ils se dénoncent aussi. Donc voilà, je suis passé par effectivement un bel espoir, et je n'en doute pas. Notamment aussi sur le recueil des données, le travail sur les données de santé, qui sont pour nous extrêmement importantes aujourd'hui pour faire progresser l'ensemble de notre système de santé, l'ensemble de notre traitement individuellement, mais l'ensemble, effectivement, collectivement, avec la réutilisation des données de santé pour faire de la recherche. Certains savent que je suis quand même relativement impliqué dans cette affaire-là. Donc tout cela me paraissait, et puis tout d'un coup c'est retombé. Alors là j'ai senti qu'il y avait quand même quelques réticences, que tout cela ne marchait pas quand même totalement bien, qu'il y avait des problèmes évidemment de financement, il y avait des problèmes de validation de la haute autorité de santé, qui dit oui mais attention, si ça doit changer le référentiel médical, ça ne marche pas.
Moi qui croyais que l'innovation était une rencontre, effectivement, d'une invention avec un besoin populationnel, y compris des professionnels de santé, et que ça allait transformer, effectivement, ce qui avait déjà été écrit et ce qui est proposé, qui mettait dans l'heure les innovations de rupture, pour vous en citer une, qui me paraît extrêmement importante, qui transforme et la vie des patients, mais aussi la vie de l'ensemble des professionnels de santé. Donc je passe par des hauts et des bas comme ça, et je me dis, mais et nous les patients, et nous les citoyens dans cette affaire-là. Et donc j'ai une crainte aujourd'hui, effectivement, qu'on ait des véritables pertes de chance en fonction de l'endroit où on se trouve. En fonction du professionnel de santé que l'on rencontre, ou de l'équipe, évidemment. Je remercie Cédric de parler d'équipe traitante sur le territoire. Première fois, une anecdote, 2 secondes. La première fois que j'ai parlé de ça, c'était dans une assemblée générale d'un grand syndicat de médecins généralistes. Et heureusement que la porte n'était pas loin, parce que je sentis que ça allait être compliqué pour moi. Mais bon, voilà. Mais maintenant, ça fait quand même 6 ou 7 ans que j'ai sorti ça. Maintenant, ça y est, tout le monde a compris qu'il fallait travailler en équipe et que sur le territoire, l'équipe traitante devait effectivement être une dynamique entre l'ensemble des professionnels de santé. Hier, je parlais de coordination et d'outils opérationnels interopérables pour pouvoir travailler en coordination avec l'ensemble des acteurs, qu'ils soient médecins, pharmaciens, biologistes, etc., pour que l'information passe et qu'il y ait une vraie, non pas de délégation de tâches, mais de partage de compétences, chacun apprenant de l'autre et apportant au patient certainement ce qu'il a de meilleur. Donc, je vous écoute et je me dis, on n'est pas si loin que ça quand même d'avoir de bonnes recherches dans ce pays. Comment pourrions-nous effectivement arriver à trouver la bonne coordination, la bonne, entre ma parenthèse, co-construction, parce qu'on galvaudge un peu ce mot-là, mais comment pourrions-nous arriver à avoir beaucoup plus de discussions et d'échanges? On le fait dans ce cercle-là, et c'est important. Pourquoi n'avons-nous pas cette culture de l'échange, parfois même de la confrontation avec ceux qui sont quand même les experts de la chose? Et je trouve que les prises de décision des uns et des autres, notamment de l'administration, parfois ont passablement irrité mes collègues à côté de moi, notamment sur le financement de la RIHN. Voilà, vous voyez, le profane, il vient de l'arrêt, quand même, il m'a retrouvé. Et donc, peut-être on aurait pu avoir de belles et de bonnes discussions avant de prendre des décisions. Je trouve que, pour en terminer avec cela, les pertes de chance aujourd'hui des patients est importante. Et prenez soin effectivement de considérer que dans toutes les décisions que vous prenez, associez aujourd'hui les associations de patients, particulièrement celles qui sont agréées du système de santé, ça me fera plaisir, parce que je considère qu'elles sont un sens de la responsabilité peut-être parfois un peu plus grande que d'autres. Et c'est ensemble que nous arriverons quand même à progresser dans ce système-là et de passer de la pertinence effectivement de la recherche qui nous donne beaucoup d'espoir comment ça se traduit effectivement à l'ensemble de nos patients. Bravo. Cet espace-là, certains ont appelé le désert de la mort, on doit tous ensemble effectivement le réduire. Oui, bravo pour le message. Et merci beaucoup. Et maintenant, c'est la virgule, la minute de François Blanchecotte, s'il veut bien. 1 minute. Oui, alors avec un préambule, 2 remarques et puis une conclusion. Préambule, je remercie Yann Gaël d'être là au titre de... Il vient juste de nous quitter en nous remerciant. Il est président du HCAM, auquel je siège avec lui, mais il a eu la gentillesse de venir avec son ancienne casquette, un des rapporteurs de ce rapport. Moi, c'est pour rappeler une petite chose historique que je voulais vous remettre à l'esprit. À l'époque, au premier accord triannuel qu'on a signé avec l'assurance maladie, on avait fait le constat que le gouvernement et le Parlement, la fixation des prix annuels demandés à la biologie médicale était devenue un paramètre d'ajustement budgétaire du bouclage du PLFSS. À l'époque, on a réfléchi, on a dit, voilà, il faut trouver un accord triannuel pour essayer. On était la seule profession à le faire, dans lequel on a essayé de dire, voilà, il fallait une maîtrise des volumes et des prix
pour pouvoir rester dans une enveloppe, même si elle n'était pas très importante dans son augmentation. On a été contre l'administration centrale et contre la Cour des comptes. On a signé avec 2 ministres à l'époque, je le rappelle, Marisol Touraine, Bernard Cazeneuve aux Finances, et avec Frédéric Van Rekegen. C'est la première fois qu'on faisait. Or, j'ai l'impression qu'en lisant ce rapport aujourd'hui, on revient 20 ans en arrière ou 15 ans en arrière, puisque à l'intitulé du rapport, l'objet, comme d'ailleurs nos collègues hospitaliers ou nous, c'est un potentiel d'économie dépassant 900 millions d'euros entre court et moyen terme. Donc on se retrouve dans une échelle où aujourd'hui, on nous dit encore, et on le voit dans les décisions parlementaires qui ont été prises au niveau du PLFSS actuellement, en tout cas on verra si c'est voté ou pas, mais en tout cas on nous dit voilà, on va encore réguler le système et vous devez continuer à faire des économies. Depuis 10 ans, nous avons fait des économies majeures. J'étais à un séminaire hier avec Franck Chauvin, ceux qui le connaissent, qui est un grand médecin de santé publique, un seul chiffre. 36% des Français en 2024 ont fait une consultation pour maladie chronique. Ça veut dire que 23 millions de Français ont été consulter leur médecin. Et de ça découlent des actes de biologie, de prescription dont ont besoin les médecins. Et on nous demande de réguler un système sans se poser la question sur les maladies chroniques, comment nous, biologistes, nous pouvons agir en amont avec la prévention, des choses comme ça. Et si nous avions tous ensemble cette conscience-là, et de ne pas rester dans un angle mort comme on l'est souvent, les biologistes jouent leur rôle pour éviter le devenir en maladie chronique et en maladie au cancer et autres. Et donc cette responsabilité-là fait qu'un jour, ça nous retombe dessus aujourd'hui parce que mécaniquement, on a entre 3 et 5% d'augmentation de volume d'examen par an. Et on doit juguler ça et le raisonner. Donc sur le rapport tel qu'il est, moi j'ai 2 choses que je voulais commenter. D'abord, premièrement, les commentaires de notre ministre au Sénat sur la 30-40% de rentabilité, et en nous comparant aux établissements privés, Jean est là, en disant que les cliniques ont que 2-3% de rentabilité. Je crois qu'il faut poser sur la table les vrais enjeux. On est prêt toujours à l'effort de transparence, mais en se comparant, de même qu'on a essayé de le faire avec le système hospitalier, ça c'est quelque chose. D'autre part, je dis quand même que le rapport termine par sortir du monopole strict du biologiste, prévoir un financement spécifique, sans passer par les laboratoires, et on parle de la biologie délocalisée, là. On ne parle pas d'autre chose. On dit bien, il faut sortir la biologie, on va aller la mettre dans l'officine, et puis ça coûtera certainement moins cher. Je pense qu'il faut avoir une responsabilité collective. On est aujourd'hui des acteurs clés dans la prise en charge des parcours de soins. Il y a les actes, il y a la nomenclature, mais il y a aussi ce qui va être le devenir demain, de prendre en charge les parcours de soins dans les maladies chroniques. Donc je crois que le rôle du biologiste aujourd'hui dans la coordination des soins, la prévention et tout, est essentiel à notre système de soins. Aujourd'hui, personne ne veut remettre sur la table la restructuration de notre système de soins. C'est vraiment aujourd'hui une question qu'on doit tous partager et pourrait faire évoluer. Et je pense que un des acteurs clés restera le biologiste médical. Voilà. Merci François. Quelques questions avant de nous séparer, qui à mon avis n'ont peut-être pas été totalement abordées. On n'a pas vraiment abordé ce que l'on s'était repéré. Alors, listons sus, ça on en a parlé. Le HTA, Health Technology Assessment. Est-ce que présentation et explication, Magali, c'était un sujet? Peut-être. Hein? Oui, Monsieur Carbonel. Alors peut-être sur ces sujets-là, je repère d'autres questions et on va répondre un petit peu à tout. Également, qui valide, ça c'est des questions qui ont été posées, qui valide, sécurise ou certifie les différentes IA utilisées en biologie médicale? Merci de noter ces questions-là pour pouvoir y répondre. Une petite remarque sur la région Centre-Val de Loire, nous dit un de nos amis, nous avons eu des stages dans les laboratoires privés, je crois que ça répondait un peu à votre intervention au départ. L'attractivité territoriale, oui bien sûr, mais en travaillant avec les collectivités et les territoires. Sur les enjeux et rôles des missions du biologiste médical, ça c'est vrai que l'on l'a vu assez vite, mais je crois que François Blanchecotte nous a pas mal répondu. Monsieur Carbonel, peut-être sur le HTA, Health Technology Assessment également, on n'a pas beaucoup abordé alors qu'on l'avait repéré. Passons à l'épisode 4, un nouvel espoir, hein. Soyons positifs pour finir. Bon, HTA, c'est simplement Health Technology Assessment, donc c'est ce que l'on fait d'ores et déjà au niveau HS, au niveau national. C'est simplement le processus d'évaluation des technologies de santé qui est utilisé pour statuer sur le remboursement, où effectivement on prend en considération ce que j'évoquais tout à l'heure, des données cliniques, donc efficacité, sécurité, utilité, et des composantes qui sont non cliniques, qui peuvent être l'impact organisationnel, médico-économique, sociétal, éthique ou autre. Donc ça, c'est le cadre global.
Et depuis plusieurs années, il y a des collaborations qui se font au niveau international et particulièrement européen entre agences d'HTA pour justement se dire si on a une évaluation qui est faite dans un autre pays, est-ce qu'on peut la reprendre, qu'est-ce qu'on peut dupliquer ou pas. Donc ça a conduit à cadrer un peu les choses en considérant que sur ce package global, peut être repris d'un État à un autre la partie évaluation clinique. Par contre, tout ce qui est non clinique est dépendant du contexte local, donc tout ce qui est impact organisationnel, médico-économique ou autre, ne peut pas être décliné ailleurs, il faut vraiment le prendre localement. Ce qui ensuite a conduit à se dire, tiens, entre agences de technologie, on peut peut-être effectivement mutualiser, dans certains cas, ces évaluations cliniques, sans aller jusqu'à la prise de décision. C'est vraiment simplement rester focus sur l'analyse des données. Et donc ça a conduit la Commission européenne, sur la base d'un réseau qui était préexistant, à produire un règlement européen d'évaluation des technologies de santé au niveau européen. Donc on n'est pas du tout sur la même logique que le médicament. Vous avez une agence européenne du médicament qui fait donc, des AMM européennes. Là, ça reste, je dirais, sous forme de réseau. Pour lequel donc, on travaille en commun sur, je dirais, un produit donné pour faire l'évaluation des données cliniques qui peuvent ensuite être utilisées dans chaque État de l'Union européenne pour finaliser les évaluations. Donc, ce qui a été décidé, c'est de commencer prioritairement par les médicaments dans ce cadre-là, et certains médicaments notamment, maladies rares, cancéro, etc. Donc, on a démarré en 2024 les premières évaluations de ce type-là. Pourront aussi en bénéficier, alors plus en décalé, les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui sont à haut risque. Donc ce n'est pas pour tout le monde et c'est effectivement un peu décalé dans le temps puisqu'il faut qu'on cale aussi les processus. Voilà, donc ça démarre, ça va arriver petit à petit. On est en train de se caler aussi au niveau international parce que ça a une petite particularité. Ça veut dire que les paramètres d'évaluation, ce qu'on appelle les PICO, donc la définition de la population, l'intervention du comparateur et des outcomes, doit soit satisfaire tout le monde, soit il faut qu'on en fasse autant qu'il y a de situations. Et ce qui complexifie les choses au niveau européen, c'est que généralement, pour une même technologie, vous n'avez pas forcément les mêmes comparateurs partout, tout simplement parce que l'offre de soins est différente. Voilà. Je vous remercie. Je voudrais demander, parce que je crois qu'il est temps quand même d'arrêter, on a eu une matinée très riche, est-ce que Jean-Philippe Brunet, Magali Marmiès, François Blanchecotte, Jean-Claude Azoulay, cette séquence a répondu à peu près aux questions que vous aviez fixées, Monsieur Brunet ? Oui, absolument. Je crois qu'on a bien évoqué les mots que je prononçais au début autour de la simplification, la lisibilité, la prédictivité, la pérennité de ce financement pour un accès à tous les patients, à l'ensemble des innovations. Jean-Claude Azoulay. Oui, je voulais revenir sur un point qui me tient à cœur, notamment sur les fonctions du biologiste. Déjà le médecin et le pharmacien aussi derrière. C'est une action qu'on a menée avec Jean Canarelli pour que l'Ordre national des médecins reconnaisse aux médecins biologistes le droit à consultation et prescription, de façon à ce qu'on puisse, parce que tout à l'heure on parlait de désertification, on parlait de sites dans lesquels il n'y avait pas d'activité. Cette activité, les biologistes ne sont pas sur les sites, ou de moins en moins, je le reconnais. Ce qu'il faut, c'est pour les attirer dans le site, c'est qu'il faut qu'ils entrent dans le système de soins, de processus. Un patient est envoyé en urgence dans un laboratoire, le biologiste, et je voudrais que les pharmaciens puissent y accéder aussi à travers une passerelle. On en a parlé avec le doyen de la fac de pharma et avec Philippe Piette sur le sujet, de façon à ce qu'on prenne en charge le patient en urgence. Là, on déchargera les urgences, ce qui est un point majeur dans notre système de santé, que le biologiste puisse prescrire certains examens complémentaires par rapport à ce qu'il a reçu quand son patient lui a été adressé par le médecin traitant. Après, il revient vers le médecin traitant si c'est possible, mais très souvent, il n'est pas joignable. Et là, il prend la décision avec le SAMU, le cas échéant, avec un service hospitalier avec lequel il serait en contact, pour pouvoir soit renvoyer le patient chez lui, soit l'hospitaliser, soit demander un transport d'urgence. Voilà. Dans les missions des biologistes, c'est quand même extrêmement important de remettre les biologistes au sein du système de santé. Merci. Et vous avez répondu à la question de notre amie Magali Marmiès. Le dernier mot, s'il vous plaît. Juste le dernier mot, c'était pour remercier à la société Hortus pour tout le travail effectué. Oh, que c'est gentil. Toute la préparation, l'organisation. Donc merci beaucoup au nom de l'écosystème. Vous vouliez rajouter quelque chose, oui, rapidement, parce que là, on va terminer, mais je vous en prie.
Attends, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent à distance. Mais voilà, et c'est à 13h nous aurons terminé. Oui. Oui, je voulais revenir quand même sur la biologie délocalisée et les arguments donnés par l'IGAS pour justifier la biologie délocalisée. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, nous, laboratoires privés, on est fermés le vendredi après-midi et le week-end. Alors, il y a un peu plus de 270 sociétés d'exercice libéral en France. Je vais dire 270 parce que je ne connais pas le chiffre exact. Et sur une des CELAS qui fait partie du réseau Biogroup, sur l'année 2024, ils ont comptabilisé combien de fois ils ont contacté le SAMU le week-end. Alors, la problématique du laboratoire, c'est que quand le patient il vient le vendredi ou le samedi, en fait, ce n'est pas le problème d'accessibilité au laboratoire, c'est le problème de l'accessibilité aux médecins. Et que quand vous avez votre patient qui vient le vendredi, ou le samedi, le matin, l'après-midi, vous n'avez plus personne. Sur cette CELAS, donc c'est 1 sur 270, en 2024, 200 appels au SAMU, 200 prises en charge de patients par le laboratoire au SAMU. Donc vous faites 200 fois 270, je vous laisse faire le calcul. Donc l'argument, on peut dire qu'on peut avoir besoin de la biologie délocalisée, mais il faut donner des arguments qui soient corrects et pas des arguments qui soient fallacieux. Voilà. Merci beaucoup. Je voudrais vous donner un rendez-vous également, si vous le voulez bien, mardi 9 décembre, c'est-à-dire dans quelques jours, la semaine prochaine. L'UC2M organise un colloque important, Être soignant en France aujourd'hui. Lionel Baran y participera. C'est un moment important de redéfinition de ce que sont les soignants, c'est-à-dire les médecins, les pharmaciens, avec les infirmiers, avec les soignants. Nous vous y invitons, c'est gratuit, c'est intéressant. Ne partez pas tout de suite, il y a des informations importantes. Un déjeuner est prévu. Suivez Françoise Millet, notre secrétaire générale, qui vous indiquera où ça se passe dans ce très beau lieu. Je remercie, alors d'abord, l'ensemble des parties prenantes. Je ne vous cite pas, mais vous avez été cités. Je donne un petit mot tout particulier à Jean-Paul Feujas et à Magali Marmiès de leur confiance, donc, et à l'ensemble des parties prenantes. J'en profite pour remercier les équipes qui ont réalisé cette matinée, Françoise Millet, Charlotte Decle, merci Charlotte, Victoire Morel-Platania, Jade Pronost qui nous quittera bientôt pour d'autres cieux, une jeune pharmacienne très engagée avec nous. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Tout ce qui est simple, alors je le dis pas nécessairement pour l'assistance, je le dis pour celles et ceux qui nous suivent à distance, tout ce qui est simple est faux et tout ce qui ne l'est pas est inutilisable, comme aurait dit Paul Valéry. Merci beaucoup, à bientôt.